Dans le premier épisode de Shingeki no Kyojin, Eren voit sa mère se faire dévorer sous ses yeux par un titan. Si le premier épisode était incroyable déjà sur bien des aspects, c'est bien sa fin qui a marqué les esprits. En même temps, cette scène est impactante pour le héros comme pour le spectateur parce qu'elle symbolise et par la cruauté de ce qui nous est montré. De plus, la mise en scène est folle, de même pour l'OST, et cette séquence se termine par une phrase qui aura marqué SNK et ses fans. Ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue. Une scène qui, en plus d'introduire parfaitement le ton de l'œuvre, est magistralement réalisée, et je dois bien avouer que rétrospectivement parlant, cette fin d'épisode 1, c'est peut-être parmi mes moments préférés de Shingeki no Kyojin, surtout quand on connaît la fin. Mais des scènes spectaculaires dans les animés, il y en a plein, et aujourd'hui, on est ensemble pour parler de certaines d'entre elles. Yo les potes, c'est Kauzen, j'espère que vous allez bien, je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous partager certains de mes moments préférés de la Japanimation, donc posez-vous confortablement pour bien kiffer cette vidéo, et pourquoi pas, mettez en commentaire vos scènes favorites dans les animés également, ça peut être super sympa. Naturellement, je pourrais pas tout mettre dans cette vidéo, vous vous en doutez, il y en a tellement, mais si je vois que ça vous fait kiffer, eh bien je continuerai le concept en faisant d'autres vidéos. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment glisser un petit mot sur le sponsor du jour, à savoir moi-même. Si c'est pas incroyable tout ça. Plus sérieusement, avec mon association Kanimi, avec laquelle on fait notamment les animés awards, etc. et on est présent en convention, on sera à la Japan Expo très bientôt, du 11 au 14 juillet, avec un tas d'activités sur scène, des activités également sur notre stand, pour vous faire gagner un tas de trucs. Bref, ça va être vraiment cool, on aura également pas mal d'invités, dont Manga Trash, Tero Yu-Gi-Oh! Et d'autres comédiens de doublage. Et il se trouve que pour financer l'association, pour nous aider un petit peu, et également financer les artistes qui bossent avec nous, on a créé une petite boutique en ligne, je vous mettrai le lien, il y a du print, il y a des badges Anya qui sont trop chouettes, il y a des trucs en rapport avec les animés awards, vraiment allez check la boutique, c'est pour le moment exclusif à Japan Expo, donc il faut vraiment commander à l'avance et vous pourrez venir retirer sans frais les différents goodies sur le stand, et très prochainement on mettra en place un système également de livraison, ça prend juste un petit peu de temps à se mettre en place, donc je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez faire l'acquisition de certains goodies et que vous ne savez pas spécialement aller à la Japan Expo. Ceci étant dit, on est parti pour cette première scène, direction l'épisode 6 d'un anime très récent que beaucoup ont adoré, Soso no Frieren. La scène que j'ai sélectionnée provient de l'épisode 6 que je connais par cœur, même les dialogues, parce que je l'ai vu plus de 15 fois. C'est même pas une blague. Dans cet épisode, Stark est la star. Oui, c'est le mec ici avec les cheveux rouges. Il s'agit d'un guerrier apprenti de Aizen, ce dernier étant un puissant guerrier, ami de Frieren, l'héroïne, avec qui elle a vaincu le roi démon par le passé. Ah oui, parce que pour ceux qui connaissent pas, en 10 secondes, Frieren, ça se déroule dans un univers fantastique où on suit une mage nommée Frieren, qui est une elfe, et qui a terrassé le roi démon avec sa troupe d'anciens camarades. Étant donné qu'en tant qu'elfe, niveau vieillesse, elle est quasi immortelle, sa longévité dépasse vraiment très largement celle des humains, on va suivre ses aventures avec ses nouveaux camarades qui sont globalement les apprentis de ses anciens. La particularité de Stark, c'est que c'est un trouillard qui s'est disputé avec son maître, qui, énervé contre le jeune garçon, lui a décoché une droite stratosphérique lors de cette fameuse dispute, et depuis, ils ne se sont plus revus. Stark a alors établi son campement pendant 3 ans dans un village, et est devenu un véritable héros pour les habitants, car il les protège soi-disant d'un dragon cracheur de flammes. Lors d'une rencontre, Aizen a proposé à Frieren de prendre Stark sous son aile, comme protecteur on va dire, et comme Frieren souhaite un grimoire qui se trouve dans le nid du dragon, autant unir ses forces pour faire d'une pierre deux coups. Le truc, c'est que Stark est un véritable poltron, qui n'a jamais abattu de monstre et n'a strictement aucune confiance en lui. Le lendemain, jour fatidique de l'affrontement, Stark fait une promesse solennelle à Frieren. Si la mort devait l'emporter, elle devra achever le dragon. Arrivé devant ce dernier, Stark tremble, comme son maître à l'époque quand il se battait aux côtés de Frieren et qu'il devait terrasser des monstres. Stark est terrifié à l'idée d'affronter ce dragon, mais quand faut y aller, faut y aller. Lorsque Stark se lance dans le combat, on y est, la dinguerie commence. La mise en scène, elle est juste grandiose. On revoit un flashback de Frieren et Aizen qui discutent autour d'un feu, le soir, ce qui donne un petit contexte assez intimiste à la discussion, et durant celle-ci, Aizen avoue qu'il ne voulait pas frapper Stark, mais il craignait que ce prodige, refusant de combattre un monstre, gâche son immense potentiel, et le coup, il est parti tout seul. Dans un moment de réflexion profonde, après, en revenant sur la séquence d'action, Frieren révèle que si le dragon n'attaquait pas le village, ce n'était pas par caprice, mais parce que les dragons évitent de se mesurer à plus fort qu'eux, et cette créature avait bien perçu que le jeune guerrier aux cheveux rouges n'était en rien quelqu'un de fébrile. La précision des dialogues, la mise en scène, toutes ces pièces du puzzle qui s'assemblent et qui montrent comme une évidence qu'en fait,
Stark, il a toutes ses chances de dégommer ce dragon une bonne fois pour toutes et qu'il n'est absolument pas le faiblard qu'il pense être. Lorsqu'il se lance dans la bataille, on se fait harceler derrière nos écrans par des séquences d'animation stratosphériques de la part de grands animateurs comme Shingo Yamashita, Yutaka Nakamura ou encore Kenichiro Watanabe pour une réelle démonstration de Sakuga avec un grand S accompagné par des musiques génialissimes de Evan Cole. Un élément que j'adore dans cette séquence, c'est qu'une fois que Stark porte son coup final pour achever le dragon, la musique se stoppe et tout le monde comprend que c'est terminé, sauf lui. Il se tourne vers Frieren pour lui demander de l'achever, mais elle évidemment elle ne bouge pas pendant que lui il lui hurle dessus parce que sans le savoir il a déjà achevé le dragon. Il l'a limite one shot, lui qui pensait, je le rappelle, mourir au combat. D'ailleurs juste après il aura carrément du mal à se rendre compte que c'est vraiment lui qui l'a buté. Cette scène, oui, elle est grandiose parce que OST, parce que animation incroyable, mais ce qui me fait le plus kiffer c'est la mise en scène et les flashbacks qui donnent un véritable contexte à ce moment et qui lui ajoutent une énorme plus-value. Big up aussi au timing des OST et à la précision qui est apportée à chaque frame de cette scène. Par exemple, quand Stark est dans le feu de l'action, on sent sur son visage qu'il est concentré, sérieux, et quand il lui porte le coup de grâce et se tourne vers Frieren, il est pas serein, il se rend pas compte qu'il l'a tué, il hurle vas-y, achève-le, comme si c'était vraiment la grosse panique quoi. Sans parler des plans de caméra aussi exceptionnels qu'inventifs, comme celui depuis la gueule du dragon qui exprime à quel point celui-ci est menaçant et pourrait ne faire qu'une bouchée du petit Stark qui se trouve à sa portée. Bref, cette séquence c'est un vrai cas d'école qui montre que pour faire vivre un moment fort dans les animés, ça peut passer au travers de différents aspects. Une production exceptionnelle, une belle animation, de belles OST, etc. Mais également un vrai contexte et une mise en scène qui est particulièrement léchée. Ici, on coche toutes les cases, bravo le staff et je dirais même bravo Frieren. Au début de la vidéo, j'ai évoqué une scène de SNK qui apparaît dans le premier épisode de la série et j'ai la ferme conviction qu'on peut assez aisément être convaincu d'un animé en un seul épisode parce que quand on t'introduit un univers, des personnages, un concept de manière impactante, intéressante et en te véhiculant de réelles émotions, ça laisse souvent présager du très très bon pour la suite. Alors imaginez ce qui peut se passer quand un animé arrive à te faire frissonner, à te faire pleurer et à te mettre des étoiles dans les yeux durant les 3 premières minutes de son premier épisode. Alors je sais que ça va être très personnel, hein, mais Little Witch Academia quoi. La première séquence de cet animé propose un spectacle de magie aux spectateurs vu par la petite Ako, l'héroïne de l'animé. Et c'est incroyable en fait. Je vais pas m'éterniser 5 minutes dessus parce que contrairement à la scène de Frieren ici on n'a pas vraiment de contexte comme on démarre l'animé avec ça. Mais je crois que d'un point de vue animation, des plus ou moins 700 animés que j'ai dû tester, je crois que c'est clairement une de mes scènes d'animation favorites parce que c'est juste trop beau quoi. Merci Trigger. L'OST est fabuleuse aussi, mais surtout ce que je me suis dit après ces 3 premières minutes de visionnage, c'est que l'animé m'avait déjà conquis et que j'étais persuadé que j'allais l'adorer du début à la fin et je me suis pas trompé. À la fin, pour moi, Little Witch c'est un 10 sur 10. Big up d'ailleurs à la petite Ako qui est trop cute pendant le spectacle et on a de bonnes idées à la réal, notamment au-delà de l'animation, comme par exemple la mise en lumière de certains personnages dans la foule, dont Ako, afin que notre attention soit portée sur elle. Mais faut se le dire, c'est surtout pour le côté magique, musical et l'animation que cette scène se retrouve dans cette vidéo. Toutefois, faut pas croire, y a pas que l'animation qui compte. Parce que dans mes séquences favorites, tout animé confondu, on retrouve un certain Made in Abyss qui lui aussi pour son épisode 1 fait très très fort. Si avec Little Witch on te met des étoiles dans les yeux après quelques secondes seulement pour te dire ok l'épisode 1 va être incroyable, Made in Abyss il t'en met plein la vue sur la fin de l'épisode pour que tu puisses pas t'empêcher d'enchaîner les prochains. Alors déjà, Made in Abyss c'est parmi les animés qui en un épisode arrivent le mieux à t'introduire ses personnages et son univers. Pendant tout celui-ci, la caméra focus pas mal sur les persos et ce qu'ils voient de manière assez rapprochée dans le sens où on va voir plein de petits éléments en gros des abysses ou de la ville de Horse, ce qui fait qu'on a des infos, on est intrigué, mais il manque quelque chose. Un émerveillement qui nous donnerait cruellement envie d'aller explorer ce que l'univers de Made in Abyss a à nous proposer. Enfin ça, c'est jusqu'à la dernière scène du premier épisode. Riko, notre héroïne qui est une orpheline souhaitant explorer l'abysse plus que tout au monde, trouve dans celui-ci lors d'une expédition un petit robot qu'elle va surnommer l'égout. Elle souhaite le planquer à l'orphelinat parce que un robot qui vient de l'abysse c'est chelou et elle veut pas qu'on lui prenne, donc elle est à 2 doigts de se faire choper en beau milieu de la nuit. Elle va donc s'évader avec l'égout et grimper une petite colline pour admirer le lever de soleil sur la ville. Et c'est splendide quoi. C'est juste un lever de soleil sur la ville, il n'y a pas une animation de dingue vous allez me dire. Non mais c'est juste des plans magnifiquement bien composés avec une OST qui est ma numéro 1 of all time, Henezeve Karadina, composée par Kevin Penkin et dans cette OST on peut entendre des paroles qui sont chantées non pas en français, non pas en anglais, non pas en japonais, mais bien dans une langue propre à l'abysse. Oui, ils ont inventé un langage exprès.
Moi je trouve ça cool. Que ce soit le plan magnifique sur la ville et sur l'abysse, Rico qui explique à l'égout d'où il vient possiblement, et sa volonté d'explorer ce gouffre tellement mystérieux et énigmatique, ça donne envie aux spectateurs de partir à la découverte de l'abysse en fait. Je comprends pas comment tu peux ne pas avoir envie d'enchaîner tous les épisodes de la série dès que t'as terminé le premier de Made in Abyss, parce que il te dit littéralement, regarde, tu as un monde fascinant et ultra riche à découvrir et il est là, juste devant toi. C'est une dinguerie, tout comme le fameux fight du film Sword of the Stranger. Bon, à part pour Frieren où j'ai un petit peu spoil puisqu'on était à l'épisode 6, le reste j'ai choisi des scènes limite exprès des premiers épisodes pour pas spoil. Ici, on va parler de la fin d'un film. Toutefois, pourquoi je le mets ici sans spécialement d'alerte spoiler? Parce que le combat est déjà ultra connu et en plus, si tu n'as pas vu venir ce combat après les 10 premières minutes de film, je pense que tu regardes les animés avec ton fion. Dans Sword of the Stranger, on suit essentiellement des samouraïs, un qui est le héros du film, qui va protéger un gosse tout au long de l'histoire, et un autre samouraï sanguinaire qui est censé buter le gosse, mais qui au final a juste envie de se taper contre quelqu'un de puissant, étant donné que ses adversaires ne lui arrivent jamais à la cheville. À la fin du film, on a ce qui est à mon sens le plus grand combat de la Japanimation. Et je pèse mes mots. Une séquence de plusieurs minutes animée par Yutaka Nakamura de A à Z, c'est du combat à l'épée, les OST, le sound design, l'animation, tout est du grand 10 sur 10. Et j'avoue que ce combat est tout l'intérêt du film. Alors il se regarde, ce qui doit être bien animé est bien animé, mais niveau scénario c'est très classique, les persos sont pas super intéressants, toutefois le combat final vaut aisément les 1h30 de visionnage tant il est légendaire. Yutaka Nakamura a insufflé la vie dans chaque coup de lame porté, à tel point qu'on ressent chaque impact et la lourdeur des coups portés. Le décor est évolutif au fur et à mesure du combat, il est parfaitement exploité et l'OST est turbo épique en fond. Je me le remate assez souvent et ce depuis des années, enfin c'est pas pour rien qu'il est dans cette vidéo, c'est vraiment une de mes scènes préférées de tout animé confondu. Et pour rester dans les films d'animation, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour chez un des studios les plus incroyables de tous les temps ? Le studio Ghibli, évidemment. Alors, pour le coup, j'avais l'embarras du choix ici, parce que je vous avoue que j'adore le studio Ghibli et j'ai vu tous les films, sauf le dernier, donc j'ai une flopée de moments que j'ai adoré, que ce soit les scènes stratosphériques d'aviation de Kazeta Chinu, la baston end-to-end de Porco Rosso, ou encore la reprise de Country Road dans la maison du baron dans Mimio Sumaseba. Bref, autant vous dire que j'ai pas mal hésité. Et dire que certains arrivent à dire que Ghibli c'est globalement surcoté, je comprendrai jamais... les personnes qui arrivent à avoir un avis aussi désastreux. Et contre toute attente, non, ma scène favorite ne provient pas de Totoro, du château ambulant, ni même de Chihiro, mais elle provient bien de Gakenoue no Ponyo. Bon, alors déjà, tout le film est visuellement splendide, les décors sous-marins sont juste incroyables, mais la scène où Ponyo court sur les vagues pour retrouver le petit Sasuke, j'ai pas les mots. Bon, je sais que ce que je vais dire va diviser parce que je sais que plusieurs d'entre vous ne l'ont probablement pas spécialement apprécié, mais à mon humble avis, graphiquement parlant, Ponyo, c'est une des plus belles réussites de l'animation japonaise. Déjà, le décor casse des gueules. Il y a une petite fille qui court sur les vagues, le sourire aux lèvres, alors que derrière elle, c'est littéralement l'apocalypse. Il y a une telle précision dans l'animation, c'est beau, c'est épique. Les vagues prennent vie sous forme de poisson, Ponyo saute de vague en vague. On ressent à quel point tout va super vite. Cette séquence, on la doit en grande partie à Makiko Futaki, une animatrice de chez Ghibli qui a marqué l'histoire de studio par ses travaux sur différentes œuvres et qui est malheureusement décédée en 2016 à l'âge de 57 ans. C'est jeune, c'est malheureux. À titre d'exemple, on lui doit également la séquence de Chihiro lorsque Haku, sous sa forme de dragon, se bat face aux avions en papier qu'a envoyé la sorcière Umbaba. Mais enfin bref, je voulais vraiment glisser un mot sur cette séquence de Ponyo parce que je la trouve stratosphérique et en plus ça permet de rendre un petit hommage à une animatrice super talentueuse que j'ai découvert récemment, je m'étais pas trop renseigné avant sur son sujet et pour qui malheureusement on ne verra plus de nouvelles séquences d'animation, mais comme quoi chez Ghibli on a eu de sacrés noms. Mais comme j'ai pas envie de terminer cette vidéo sur une note tristounette, je propose que pour cette dernière scène on aille du côté des animés comiques. Et je dois bien avouer que naturellement lorsque je parle de scènes qui m'ont fait taper des barres dans les animés, je pense instinctivement à Konosuba, Nishijo et Zombieland Saga. Je propose qu'on ait exploré ce dernier avec une scène qui m'a beaucoup marqué dans son épisode 2. Vous l'avez peut-être vu sur YouTube tant le clip a buzzé, mais je parle évidemment du rap battle que je trouve absolument trop incroyable. Alors Zombieland Saga, c'est l'histoire d'une fille nommée Sakura qui décède puis est étrangement ressuscitée par un mystérieux producteur au même titre que d'autres filles qui deviennent donc des zombies. Leur objectif est de devenir des idoles pour redynamiser l'activité économique et culturelle de la préfecture de Saga, qui pour info se trouve géographiquement ici. Je pense sincèrement que l'anime, soit tu l'adores, soit tu le détestes, et autant vous dire que je suis très fort dans la première catégorie.
Dans l'épisode 2, nos héroïnes qui ne se connaissent que depuis 2 jours et ne s'entendent pas très bien, doivent monter un spectacle dans une maison de retraite. Cependant, tout tourne rapidement au chaos parce qu'avec un enchaînement de péripéties, la tête d'une des zombies, Tae, se retrouve dans le public. Les spectateurs, des personnes âgées, trouvent ça assez incroyable et divertissant. Sakura, notre héroïne qui a quand même, elle, la tête sur les épaules et c'est le cas de le dire, tente de remettre la tête de Tae sur son propre corps. Toutefois, Saki, trouvant la situation amusante, veut absolument jouer avec la tête. Sakura, perdant son calme, finit par éclater la tête de Tae contre un mur avec une énorme patate de forain et se met à parler durement à Saki. Cette situation dégénère totalement en une joute verbale intense entre les deux zombies, rappelant les plus grands affrontements de rap battle de l'histoire. Bon, j'ai essayé de résumer le truc comme je peux parce que je vous avoue que dans cette scène, il y a vraiment rien qui va, c'est le bordel et pourtant tout est parfait. J'avoue que je peux carrément citer en top 10 des trucs qui me font délirer sur cette séquence. Numéro 10, la tronche de Tae quand elle essaye de grailler le snack. Numéro 9, Sakura qui éclate la tête de Tae avec une patate de forain, c'est juste incroyable. En numéro 8, Kotaro le producteur qui lâche son meilleur beatbox. Les refs au Tamagotchi dans le rap battle en numéro 7 parce que c'est pour me tuer. En numéro 6, le bras de Tae qui va en rythme sur ce plan avec la musique. Numéro 5, cette tête que Sakura tire qui est juste trop géniale. Numéro 4, les deux gros métalleux qui à la fin de la prestation pleurent sur ce poulet. À l'entrée du top 3, on a le gros reload de Kotaro qui sort d'absolument nulle part. En numéro 2, juste la façon dont Sakura se trémousse tout du long, je suis trop fan. Et en numéro 1, le drop the mic, bro! En vrai, d'un point de vue animation, c'est d'ailleurs super clean aussi, c'est pas le cas dans toute la saison de Zombieland Saga, donc c'est important de le mentionner, et je vous avoue que des 2 saisons qui sont sorties, c'est clairement mon moment préféré. D'ailleurs, allez voir Zombieland Saga, c'est vachement cool. Bref, j'ai évoqué quelques scènes d'animé, alors naturellement, j'aurais pu parler de plein d'autres, vous vous en doutez. Je compte pas les scènes qui m'ont marqué dans Mob Psycho, Gurren Lagann, Sangatsu no Lion, Naruto, One Piece et autres gros shonen qui m'ont fait vibrer à maintes reprises. C'est vraiment trop un plaisir de parler des scènes qu'on a adorées dans les animés, donc si la vidéo vous fait kiffer, n'hésitez pas à me le faire savoir parce qu'il y a de grandes chances que je refasse de nouveaux épisodes par rapport à cette série. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre vos scènes favorites d'animé dans l'espace commentaire. À mon avis, on ira se remater les scènes que vous allez conseiller en live Twitch d'ici quelques jours, je vous mettrai la date et tout dans la description. D'ailleurs, dans la description, il y a aussi le lien de la boutique de Kanimi, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, c'est super important pour nous, pour notre association, et également pour les artistes qui bossent avec nous, qui seront rémunérés à leur juste valeur. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur le shop. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.